la deuxième table ronde autour des enjeux du logement permanent et saisonnier dans la vallée de Chamonix. Donc, je demande à Aurore Termoz, première adjointe, de me rejoindre, à Martin de Victor, fondateur de Montblanc Collection, à Renaud Chevalier, président Chevalier, architecte, à maître Éric Barbieri, premier vice-président de la Chambre des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, et à Marco Fugazza, économiste, de nous rejoindre. Merci beaucoup. Aurore, vous ne voulez pas vous mettre au milieu? Non? Si, mettez-vous au milieu. Ça ressemble à ça. Merci à tous, en tout cas. Je crois que personne n'a bu, donc voilà, si vous avez de l'eau, si vous voulez. On fait comme sur la première table ronde. Je ne l'avais pas annoncé, mais maintenant je l'annonce, donc je voudrais une question tout à l'heure. Donc on terminera ce temps d'échange par des questions, ou une au moins question du public. On commence avec vous, Marco, peut-être. Vous avez la chance d'être le seul qui a droit d'utiliser cette télé. Je voulais qu'on commence avec vous, économiste, pour que vous nous présentiez quelques chiffres. Et en préparant la table ronde, j'avais dit pour mettre des chiffres sur les mots MAUX. Je vous laisse nous présenter ces courbes, ces deux tableaux. Tout à fait. Donc tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Je suis heureux de revenir un peu sur mes terres natales. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'établir un peu un cadre général, peut-être passé, présent, futur, sans utiliser de boule de cristal. Donc, cadre général du logement dans la vallée, en commentant quelques chiffres qui sont tous tirés de données publiques. Donc, vous pouvez vous aussi y accéder sans aucun problème. Ce sont des données INSEE principalement. Donc, dans cette première diapositive, on peut constater peut-être trois choses. Une population permanente au sein de la vallée de Chamonix qui suit une tendance à la décroissance. Donc, tout ça, on le connaît. Mais ça a commencé déjà à la fin des années 90. Donc, même si on peut observer un léger fléchissement en 2017, les chiffres s'arrêtent en 2020. Et bon, je vais essayer de commenter un peu le futur en m'appuyant sur la prochaine diapositive. Mais bon, en tout cas, on a ce fléchissement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les logements, de leur côté, ont suivi une tendance à la hausse, avec un nombre de résidences principales plus ou moins stable depuis les années 2000. Ce qui veut dire que la hausse qu'on a observée du nombre de logements s'est traduite par une augmentation du nombre de résidences secondaires. Donc ce n'est pas nécessairement une fatalité. Ce qu'on voit aussi, c'est que la part relative, ça ce sera le deuxième tableau des résidences principales et secondaires, n'a pas évolué de la même façon au sein des différentes communes de la vallée. Elle traduit sans doute des phénomènes migratoires intravallées dus à ce qui va être montré dans la deuxième diapositive, sans doute des différentiels de prix assez significatifs. Donc, Chamonix commune, on a une part des résidences principales qui décline de façon régulière. C'est la courbe verte. C'est la courbe verte, oui, pardon. Donc le CHX, c'est la courbe verte. Par contre, ce n'est pas le cas pour ni les communes de Valorcine ou des Ouches. Donc les Ouches, c'est la courbe orange, ou de Servoz. Même si au début de la période observée, donc on retourne dans les années 60, fin des années 60, on a eu là-bas une tendance à la baisse qui a été renversée et qui a répondu finalement à la tendance donc une tendance à la hausse après depuis, qui a répondu à la tendance à la baisse à Chamonix. Donc on sait que beaucoup de gens se sont déplacés aux extrémités de la vallée, et même plus loin. La commune de Servoz, on voit que cette tendance à la hausse est fortement marquée. Maintenant, dans la deuxième diapositive, qui va nous permettre de comprendre un peu ces phénomènes migratoires intravallées, on a la série des prix du mètre carré. Donc ça, ce sont aussi des données publiques. Alors, malheureusement, on a accès à ces données que depuis 2014. La ligne verticale nous indique l'année 2020, l'année Covid. Donc on voit que jusqu'à cette période, il y a eu une progression, toujours à la hausse dans les différentes communes. J'ai mis la Haute-Savoie comme référentiel. Ce que l'on constate, toutefois,
depuis 2020, on a une tendance toujours à la hausse, mais qui a pris une trajectoire plutôt exponentielle. Et ce, pas uniquement sur la commune de Chamonix, qui, elle, aurait plutôt une tendance à se stabiliser, mais surtout dans les communes limitrophes, telles que Valorcine, Servoz et Les Ouches. Donc, en 2000, les derniers chiffres donc, que vous avez, qui sont colorés en gras, ça correspond au premier semestre 2023. Donc, on voit qu'à Chamonix, donc ça, ce sont pour des appartements de plus de 2 pièces et plus. Je n'ai pas inclus ni les studios ni les maisons, parce qu'on sait que ça peut créer des biais. Donc, Chamonix, c'est 8 700 € du mètre carré. 7 200 € aux Ouches, et presque 6 000 € à Servoz. Et dans les tableaux qui sont présentés ici, on voit la progression au prix du mètre carré sur plusieurs périodes. Chamonix, entre 2014 et 2019, c'est 26%, 27% dans la période qui suit. Par contre, si on regarde aux Ouches, c'est 21% 2014-2019, mais plus de 40%. La même chose pour Servoz, de 2019 à 2023. À noter qu'en Haute-Savoie, la moyenne, donc la hausse médiane, est de 38%. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais ça a été quelque chose qui a été plus ou moins généralisé, en tout cas dans la région. On passe de 6 à 38%, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il y a quelque chose qui se passe, oui, dans tout le département, clairement. Alors, on sait que les choses sont en train de changer actuellement, mais bon, voilà, ça c'est un constat. Donc maintenant, clairement, on peut associer cette augmentation des prix avec la fuite des résidents principaux. On vend son bien dans la vallée de Chamonix et on va voir ailleurs. On peut acheter plus grand et profiter peut-être d'un climat plus clément. Mais ce qu'il faut, et on pourrait aussi s'interroger sur l'avenir de la commune de Servoz. Par contre, il y a peut-être des éléments qui vont venir contraster. Ça, je parle du futur proche. Il y a notamment un projet de loi qui est en discussion actuellement et qui vise à harmoniser le marché du locatif. Donc les biens fondamentalement qui seront mis pour une location de court terme vont être traités de la même façon que les biens mis pour des locations de long terme. Donc ça va sans doute avoir des répercussions et réduire probablement les rendements du locatif type Airbnb. Donc on va peut-être observer une autorégulation du marché à ce niveau-là. Un autre élément qui, à moi, me semble fondamental, c'est l'imposition d'un DPE aussi sur les logements locatifs de court terme. Et considérant que le parc de l'immobilier dans la vallée de Chamonix est relativement ancien... DPE, c'est les lettres A, B, C, D, E, F, G. Oui, pardon, c'est le diagnostic de performance énergétique. Oui, merci. Et donc, ça va sans doute affecter aussi le marché de l'immobilier avec peut-être une mise en vente, entre guillemets, massive de biens sur le marché à plus ou moins court terme. Merci pour ces quelques éléments. Je voulais enchaîner avec vous, Maître Barbieri. Vous demandez si finalement ces chiffres et puis peut-être ces pourcentages là, qui sont un peu très impressionnants, est-ce que ça reflète la réalité de ce que vous vivez au quotidien dans votre étude finalement? Alors, bonsoir. Malheureusement, oui. C'est ce que l'on voit tous les jours dans nos études. Alors, je ne parle pas uniquement en mon nom, je parle au nom des notaires de Savoie et Haute-Savoie et notamment de mes confrères de Chamonix et du Bas-de-Vallée. Aujourd'hui, les gens ont énormément de mal à se loger. Le logement permanent et saisonnier, pour moi, est un peu sinistré. Dans le cadre de nos actes de vente, on s'aperçoit qu'on a plus de 70% d'achats de résidences secondaires. 30% et encore, je réduirais même à 20%, c'est l'acquisition de résidences principales. Pour ce qui concerne les petites surfaces, je parle des studios ou des 2 pièces, c'est sur quoi les gens se jettent le plus, et notamment les commerçants, les hôteliers, parce que comme nous l'avons vu dans la première commission, ils ont absolument besoin de loger leur personnel et il leur faut trouver des logements à l'acquisition ou à la location. Et dès lors qu'ils doivent trouver des logements à l'acquisition ou à la location, eh bien, je vais dire qu'ils se tapent la bourre entre eux.
parce que c'est à qui trouvera en premier un logement pour ses employés. Ce qui fait, pas artificiellement, mais de manière mécanique, fait monter le prix du mètre carré. Et là, vous n'avez que des statistiques sur l'année, mais moi j'ai les dernières statistiques et la conjoncture immobilière Savoie-Haute-Savoie qui a été communiquée très récemment par la Chambre interdépartementale des notaires. Et on s'aperçoit que sur les petites surfaces, on est à plus de 9 600 € le mètre carré pour un studio ou un 2 pièces. Nous sommes plus chers qu'à Megève. Plus cher qu'à Megève sur les petites surfaces. Après, Megève prend le dessus, mais sur les petites surfaces, on s'aperçoit que le bassin Chamonix, Valais, en allant de Valorcine à Servoz, c'est un bassin qui vit toute l'année. Ce n'est pas comme Megève. Et c'est bien la preuve que si les prix augmentent, c'est bien la preuve que on a besoin de loger du monde. Et pour loger du monde, on fait des offres. J'ai comment dire, pour illustrer ça, j'ai une personne qui a acheté 2 studios à Chamonix Sud. C'était en 2018. Elle a payé les 2 studios 180 000 €. Aujourd'hui, on lui propose 200 000 € le studio. Et je parle de 2018. Nous sommes en 2023. Donc imaginez sa joie, mais la difficulté des gens pour acquérir. Je peux encore une fois révéler ce qu'on s'est dit pendant la préparation. Oui, vous pouvez. Oui. Vous m'avez partagé votre pessimisme. Oui, je suis un petit peu pessimiste parce que je n'ai jamais vu... Alors, je suis installé ici depuis 2006, mais depuis mon arrivée, même s'il y a eu plusieurs crises immobilières, je n'ai jamais vu les prix baisser, ni même stagner. Ils ont augmenté de manière extrême et on a quasiment doublé certains prix. Je vois Servoz, la courbe Servoz, 7 174 € aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans la vallée, Servoz, c'était 3 300 € le mètre. Aujourd'hui, on est à 7 000 et quelques. Voilà, donc oui, un pessimisme. Alors, pour nous, nous travaillons, les notaires travaillent, c'est très bien. Mais je pense que les locaux, les enfants des locaux ne peuvent plus se loger dans la vallée. Et d'ailleurs, par rapport à ce que l'on voit ici, on s'aperçoit qu'ils partent de plus en plus dans la périphérie. Alors, dans la périphérie de Chamonix, mais on est toujours dans la vallée. Mais comme l'a dit M. Fugazza, on voit bien qu'ils descendent sur Servoz, ils partent sur Valorcine. Les Ouches, auparavant, on aurait pu dire, et j'entendais certains dire, les Ouches, c'est la banlieue de Chamonix. Plus trop, j'ai l'impression que maintenant tout s'aplanit. Voilà, la banlieue chic. Oui, c'est certainement la banlieue chic, mais aujourd'hui ce n'est même plus la banlieue chic. Aurore Termoz, ces chiffres, vous les connaissez. La réalité que Maître Barbieri vient de décrire, vous la connaissez aussi. De quels outils les élus disposent-ils et quels sont ceux que vous utilisez qui marchent, j'allais dire, au quotidien en tout cas? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Merci Yvonique pour l'invitation parce que c'est juste passionnant sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc effectivement, je vais reprendre un chiffre choc. Vous l'avez cité, tous. Les résidents principaux, c'est 1/3 des logements. Les résidents secondaires, c'est 2/3. C'est un ratio qui est quand même interpellant. C'est pour ça que le logement des résidents permanents, pour notre équipe, c'est un projet de mandat, voire un projet de plusieurs mandats. Que ces habitants ils soient des résidents permanents qui vivent à l'année ou que ce soit des saisonniers. Et puis, on a aussi certains de nos permanents qui sont des bisaisonniers. Parce que ce n'est pas une station de ski. On est une ville avec une vie pérannuelle, on vit à l'année. Donc c'est important, on a un tissu associatif qui vit, on a des enfants qui grandissent ici, on a des personnes âgées qui vieillissent. On a aussi toute une richesse qui fait aussi sans doute notre attractivité par rapport à ceux qui viennent nous visiter de manière touristique. Et du coup, la question du logement permanent, c'est une priorité de l'action politique. Je suis moins pessimiste que vous, sinon je ne ferais pas la même chose depuis 20 ans. Ce serait du masochisme. C'est une priorité de l'action politique parce que c'est avec l'accès aux soins une des préoccupations primordiales de nos administrés. Vous savez, de temps en temps, on s'amuse à faire des sondages. Effectivement, la question du logement comme de l'accès aux soins ressort très, très, très fort. Et puis, notre territoire, moi aussi, je regarde un peu l'échelon départemental parce qu'il est quand même assez intéressant. Et ben, on est un peu quand même atypique, en fait, dans l'échelon départemental.
on a en fait une distorsion qui est juste terrible entre le revenu médian de nos administrés, un revenu qui n'est pas aussi fantasmatique qu'on pourrait l'attendre, parce que ce revenu-là, il est aussi marqué par la saisonnalité. La distorsion entre le revenu de nos administrés et le coût de l'accès au logement. Le marché, il est en tension, hein. Le foncier, il est de plus en plus rare. Vous connaissez, plus c'est rare, plus c'est cher. Des couloirs d'avalanche, une rivière qui déborde au milieu, et puis une loisane, hein, qui va nous empêcher, qui va nous contraindre à moins artificialiser nos sols. Le coût du foncier, il est énorme. On trouve peu de biens en location à l'année, parce que c'est peut-être plus rentable et plus sécurisant de faire de la location touristique meublée de courte durée. Et du coup, l'ensemble de ces contraintes conduit à ce que pour une bonne partie de nos foyers, le périmètre logement locatif social, logement locatif aidé, il se calque parfaitement sur le profil de nos résidents principaux, tant en termes de revenus qu'en termes de l'effort qu'ils sont capables de porter sur leur budget pour le post-logement. Alors, des chiffres qui, moi, en tout cas, me touchent profondément. J'ai été regarder sur la base de l'ADIL, le système national d'enregistrement des demandes du logement social. En janvier 2023, il y avait 460 demandeurs à peu près, je crois que c'est 464 demandeurs de logement sur notre périmètre. En novembre, là, tout récemment, on était à 560. C'est une augmentation de près de 18%, soit 2 fois plus que la moyenne départementale. On n'a pas à rougir, on a un joli parc de logements locatifs sociaux. On a plus de 800. Vous ramenez ça aussi au prorata de nos résidences secondaires et de nos résidences principales. Donc je vous laisse à penser l'effort des municipalités successives en matière de développement du logement locatif social. On en a 800. Une spécificité toute particulière, c'est le taux de rotation. Cette année, sur la commune, il n'y a que 52 appartements qui ont bougé. Ça veut dire que quand on est dans le social, on est embouteillé parce qu'on ne peut pas continuer son parcours résidentiel. 52 appartements attribués, 52 nouvelles familles qui sont rentrées dans le parc social. Ça veut dire, en fait, un taux de tension qui est 1 sur 7 et des poussières. Ça veut dire le taux de tension le plus haut de toutes les communes de la Haute-Savoie. On n'est pas particulièrement fiers d'arriver à ces chiffres-là, mais c'est le quotidien de nos administrés, en fait. Et vous êtes optimiste quand même, donc vous avez des outils pour essayer, pour agir là-dessus? Si on n'est pas optimiste, on rentre chez soi et on va se coucher. Je ne serai pas là ce soir. Du coup, oui, quelques outils. Alors, j'ai essayé de les détailler. Je ne serai pas totalement exhaustive, mais en tout cas, c'est des outils qui ont fait leur preuve. On l'a tous dit. En fait, le nerf de la guerre en matière de logement, c'est le foncier. Il n'y a pas de secret. Quand on maîtrise le foncier, quand on est capable d'en assurer la destination, on se donne un petit peu de marge à agir. Et pour ça, notre collectivité elle a toujours mené une politique patrimoniale volontariste parce que je pense, et on est tous persuadés autour de la table du Conseil, qu'on a une responsabilité en matière d'accompagnement au quotidien de nos foyers, notamment en matière de logement. Et puis, on n'a pas eu la tendance d'un certain nombre de collectivités à se reposer en fait sur les servitudes de mixité sociale. Vous savez, cette règle du PLU qui permet d'introduire en fait du logement locatif social au sein des promotions privées. Aujourd'hui, dans le département, il y a une VEFA dépendance, puisque c'est de la vente en l'état futur d'achèvement. Il y a une VEFA dépendance, puisque 70% des logements locatifs sociaux sont issus de la VEFA, contre 30% qui sont portés par des efforts des collectivités en matière de stratégie patrimoniale et de stratégie foncière. Donc, comment on fait une stratégie foncière? Comment on la porte? Et quels moyens on a pour le faire quand on est une collectivité? On utilise notre droit de préemption. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui passe avant que ça arrive chez M. Barbieri. Et puis que quand c'est intéressant, quand ça répond à une taille critique, quand ça répond à une localisation, quand ça répond à des coûts de rénovation ou de construction qui rentrent dans le cadre d'un équilibre peu ou prou d'une opération de logement permanent ou de logement social, on préempte. Je vais vous donner quelques exemples et puis que vous puissiez aussi en mesurer le coût très vite. Mais maintenant que je tiens le micro, vous ne me l'arracherez pas. En fait,
décidé, osez. Je vais essayer. Déjà que vous n'étiez pas bon sur la parité, si en plus il y a voix de fait sur l'intervenant féminin, ça ne va pas le faire pour vous. Hein. Donc en 2020, hein, l'acquisition pour de 13 logements locatifs sociaux pour 1,6 million d'euros, chemin des Cristalliers. Donc on a acheté le bâtiment et les gens qui étaient dedans. Comme ça, ils sont restés dans leur logement, avec des tarifs accessibles. En 2021, chemin des Saubérans, on a acheté un bâtiment qu'on va rénover pour faire du locatif social. Et puis sur la parcelle d'à côté, on va pouvoir construire des nouveaux logements sous forme de BRS, bail réel solidaire. C'est une forme d'accession à la propriété qui me semble intéressante parce qu'elle est... Enfin, elle permet pas de faire des pirouettes immobilières avec des jolis placements one-shot où on revend 2 fois plus cher ce qu'on a acheté. Donc le BRS, c'est quand même une voie d'avenir. En 2023, là, on vient juste d'acquérir une maison avec un terrain rue du Liret, en face du pôle médico-social, qui devrait nous permettre de réaliser en fait une trentaine de logements. Les limites de l'exercice, c'est le volet financier parce que vous voyez, on réfléchit à l'aune du million en fait, en quelque sorte. Et puis les opportunités, elles ne sont pas non plus très fréquentes si on veut vraiment réaliser du collectif en logement social. On a dit, il faut qu'il y ait une typologie particulière, il faut que la localisation réponde, il faut que le volume de l'opération arrive à trouver un équilibre avec celui de son coût. Pas évident, pas évident. Mais en tout cas, on est extrêmement vigilant, tant sur le foncier que sur le bâti. Et puis, au niveau financier, on a évoqué des prix au mètre carré. Moi, je trouve juste un petit peu dommage, vous ne le répéterez pas, mais je trouve juste un petit peu dommage que les domaines qui fixent nos prix d'acquisition nous aident pas un tout petit peu parce qu'on se base sur l'estimation des domaines pour nos acquisitions. Et je trouve que quand une collectivité veut y faire des choses vertueuses comme du logement pour ses résidents permanents, on pourrait quand même avoir une petite décote. Oui, ce serait bien. Hein. Dans les opportunités, vous ne me couperez pas la parole. Non, c'est pour respecter aussi, donner la parole, notamment maintenant à Martin de Victor, fondateur de Montblanc Collection et vice-président GHR, pour le côté saisonnier, et puis dans les établissements hôteliers, comme pour vous, comme pour vos confrères, pardon, est-ce qu'il y a urgence à trouver des solutions ? Alors, votre confrère qui était là tout à l'heure a un peu répondu oui, mais est-ce qu'on peut dire que vos établissements sont concrètement en danger s'il n'y a pas des solutions qui sont trouvées collectivement pour répondre à ces difficultés de logement ? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, juste en 2 mots, donc, Montblanc Collection, on a 6 établissements dans la vallée, à peu près 200 clés, une centaine d'employés. 40% en CDI, 60% en CDD, un parc de 25 logements qu'on gère. Aujourd'hui, et puis plus largement dans la vallée, l'hôtellerie-restauration, c'est plusieurs centaines d'établissements. Le verre est plein. Voilà, la rivière déborde. Donc vous êtes concrètement en danger ? Alors, je ne sais pas si on est en danger aujourd'hui, mais en tout cas, le constat, c'est ça. C'est quand la rivière déborde, finalement, on se dit, mais d'où vient l'eau ? Pourquoi elle est là ? On l'avait vu venir, on a vu le niveau monter, mais là, en fait, il n'y a plus de marché, comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait des appartements, des studios à louer, c'était 600, 700 euros, 750, 800. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, c'est la bagarre pour essayer de trouver des logements. Et les prix s'envolent parce que du coup, c'est une question d'offre et de demande. Et les gens se proposent 1 000 euros. Voilà, on envoie sur des mailing lists, on voit des choses 2 000 euros pour un 3 pièces. Voilà. Mais c'est des logements que vous mettez à disposition de vos collaborateurs, oui, que vous proposez à vos collaborateurs. Si vous n'avez plus de logement, ils ne viennent pas, vos collaborateurs ? Voilà. Si on ne loge pas les gens, ils ne viennent pas. Avant, ils se débrouillaient et puis on pouvait filtrer en se disant, tiens, il y a une personne qui a déjà un logement, donc on va peut-être prendre cette personne. Celle qui cherche un logement, voilà. Mais là, tout le monde cherche un logement, en fait. On est obligé de loger tout le monde, quasiment. Et vous vous organisez, alors, vous, comment vous faites cette année ? Comment vous avez fait, par exemple ? C'est une opération solo, vous vous débrouillez tout seul, vous travaillez avec d'autres gestionnaires d'hôtels pour acheter en commun, pour louer en commun ? Comment ça marche ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On se réunit ensemble parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Et j'aime bien la réflexion d'Yvonique et cette réunion aujourd'hui, de remettre un peu dans le passé, de se dire, voilà, quelle est la stratégie ? Il y a un chemin à faire, donc on peut travailler dans l'urgence, mais comment on réfléchit ? Voilà, moi je crois beaucoup au chiffre 3, parce que les choses ne sont pas binaires. Au-dessus de 3, c'est compliqué. C'est bien d'avoir du choix. Il y a le court, le moyen, le long terme.
Il y a différentes typologies de clients, différentes typologies d'employés, de personnes. Il y aura toujours de gens qui veulent être saisonniers, mais il y en a de moins en moins aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer à l'année, mais ils ne peuvent pas s'installer à l'année. Donc ils restent saisonniers pour des questions de logement. Donc oui, aujourd'hui, on discute pour voir comment on peut éventuellement... en fait, c'est un maillon qu'il faut qu'on contrôle. Si on n'a pas d'employés dans nos établissements, on aura les plus beaux établissements du monde, on n'accueillera personne. Donc c'est comment, même si au départ, ce n'est pas notre métier de base, de faire de l'immobilier, de gérer ça. Il y a eu des initiatives dans le passé qui ont peut-être vécu, mais aujourd'hui, de pouvoir s'asseoir, et le mot public-privé qui a été évoqué plus tôt, autour d'une table et de travailler ensemble, nous, on répond présent et on serait ravis de pouvoir participer à toutes ces discussions. On a vu qu'il y avait beaucoup d'outils possibles. Quels sont les outils dont on a besoin aujourd'hui et si on doit se projeter dans 20 ans, dans 40 ans, à quoi ressemblera Chamonix dans 20 ans ? C'est vider une bassine avec une petite cuillère, pour reprendre l'exemple de l'eau que vous preniez tout à l'heure. Et je pense qu'on a parlé pas mal de chiffres, mais il nous manque un peu des chiffres précis parce qu'on parle des hôteliers restaurateurs, il y a tous les sociés pros avec les magasins, la Compagnie du Mont Blanc. On va augmenter Transdev, on va augmenter le transport. Mais moi, j'avais les personnes de Transdev qui m'appelaient l'année dernière pour me demander des logements. Ils en ont même logé à l'hôtel. Vous vous rendez compte ? Ils ont logé il y en a qui ont même proposé d'acheter des hôtels pour y mettre des employés. Donc on est dans un monde qui est complètement dérégulé. Est-ce que côté Renaud Chevalier, côté architecture, il y a des solutions qui sont testées ici ou là, qui pourraient permettre de résoudre le problème demain? Non, mais sur le long terme, aider un peu. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors déjà, il faut rappeler une chose, je pense à la lumière de tout ce qui a été dit, c'est que le marché, il est amoral. Donc aujourd'hui, on fait face au marché, donc soit on est contre, soit on joue avec. Mais comme l'a dit tout à l'heure Aurore, clairement, le foncier, c'est le nerf de la guerre. Et donc en fait, pour contrer des prix de foncier qui sont super élevés, il n'y a pas d'autre solution que de densifier. On a une loi Allure qui a été passée par l'État français. Elle avait, je pense, beaucoup de défauts sur notamment les parties terrain individuelles où en fait ça a permis une explosion des surfaces constructibles. Mais elle avait des avantages et je pense que ces avantages, on n'en a peut-être pas encore tiré tous les bénéfices, c'est-à-dire de densifier certaines zones. Et à mon avis, d'apporter des modifications au PLU pour qu'en fait, pour du logement permanent, pour du logement saisonnier, avec bien évidemment un contrôle de ce qui pourra être fait dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, on puisse garder ces logements avec une obligation, bien évidemment, que ce soit du logement permanent ou saisonnier. Aujourd'hui, il faut clairement arriver à des nouvelles formes architecturales, c'est-à-dire qu'on a aussi des contraintes dans nos PLU qui font qu'on ne peut pas exploiter la totalité des surfaces. Je veux dire, quand vous avez des toitures à deux pans, si vous avez une toiture plate, vous pouvez développer plus de surface. Il faut aussi peut-être que dans les réglementations, les stationnements, parce qu'aujourd'hui on a des grosses demandes de stationnement, c'est normal, quand vous arrivez en résidence secondaire, vous arrivez à 2, 3, 4 véhicules. Mais par contre, quand vous êtes en logement permanent, et si vous avez un transport collectif qui du coup évolue comme il évolue aujourd'hui avec les efforts qui sont faits, il y a peut-être aussi des règles qui doivent évoluer pour qu'en fait, pour ces logements collectifs, pour ces logements saisonniers, on ait moins d'obligations de stockage de véhicules, parce qu'en fait, ça n'a pas un réel intérêt quand vous êtes dans une vallée comme Chamonix, quoi. Ça, c'est la première des choses. Après, moi, je veux juste revenir sur un point aussi, c'est qu'aujourd'hui, on met souvent en face résidence secondaire et résidence principale. On a l'impression qu'on les oppose, en fait. Il faut quand même aussi comprendre une chose, c'est que nous, on a beaucoup de nos clients résidents secondaires qui deviennent des résidences principales, parce qu'il y a aussi des gens qui sont amoureux de cette vallée et qui viennent s'installer à Chamonix. Et il y a énormément chez ces gens-là de gens qui sont pour aider et qui, compte tenu des moyens, puisque c'est souvent des gens qui ont réussi leur vie, sont prêts à participer. Donc quand j'entends qu'en fait, il y a vraiment des partenariats publics-privés qui peuvent se nouer, je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en face de nous, avec nous, on a des gens qui sont des chefs d'entreprise ou des gens qui ont vraiment réussi. Et avec des sociopros comme vous, il y a vraiment des gens qui sont prêts à investir pour qu'effectivement, il y ait des choses qui se fassent. Et la majeure partie de nos clients sont vraiment conscients de la nécessité absolue de garder
la vie à Chamonix comme une ville à la montagne. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi Chamonix. Oui, si. Nos clients ne viennent pas à Chamonix comme si c'était Courchevel, Val d'Isère ou ailleurs. On est face à des gens qui sont amoureux de cette vallée parce que c'est une ville. Voilà. Donc il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Non, c'est clair. En préparant cette table ronde aussi, vous avez parlé, vous m'avez dit, il faut, je reprends votre phrase exactement, il faut changer d'état d'esprit. Et derrière, il y avait un mot, c'était quoi? 2 mots, habitat coopératif. Là aussi, il y a des choses dans l'état d'esprit à faire évoluer. Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, en fait, justement, dans cette loi Allure, il y a un certain nombre d'outils qui sont l'habitat coopératif ou l'habitat participatif. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est le vivre ensemble. Et je pense que le vivre ensemble à la montagne, on a connu, et je pense qu'on connaît encore, hein, je veux dire, c'est pour ça qu'on est là. Tout à l'heure, on a entendu que cet esprit montagne, il est là, et les 3 piliers qui sont importants, la RSE, enfin tout ça, je veux dire, c'est des choses qu'on a, je pense, dans notre ADN. Et effectivement, cette manière de vivre autrement, elle est basée sur le développement durable. C'est une notion quand même hyper importante. Il y a une manière de concevoir ces bâtiments, hein, aussi pour être économe en énergie, pour faire face aux vues, pour voilà, comment est-ce qu'on va faire les productions de chaleur, parce que mine de rien, on est à la montagne. Comment est-ce qu'on gère les déchets, comment est-ce qu'on choisit les matériaux, parce que c'est pas parce qu'on va construire et densifier qu'on va construire moche, hein, heureusement. Et puis L'habitat coopératif, alors ça peut être quoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, l'habitat coopératif, c'est des gens, en fait, c'est des associés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont dans des coopératives d'habitation ou dans des sociétés d'attribution, pardon. Et les associés ont une jouissance des logements. Et si vous sortez, vous êtes obligé de revendre à quelqu'un qui va prendre parti. Je peux quand même faire x2 ou x3 si je revends? Pas du tout. Pas du tout. Justement, vous êtes obligé de revendre à quelqu'un qui va venir participer au logement, à l'entretien, à ces espaces communs qu'il faudra entretenir. Donc aujourd'hui, c'est quand même... voilà. Et les associés, en fait, s'acquittent d'une redevance qui permet de payer l'emprunt. Et donc je pense que si effectivement sur certaines zones on déréglemente les surfaces à bâtir, qu'on peut construire plus avec moins de contraintes, eh ben, on va permettre d'amortir en fait ce coût du foncier, parce que ce coût du foncier, il y a un moment, il est là. Ouais. Donc on ne va pas pouvoir le baisser, même si effectivement les domaines vous font un cadeau, ça ne sera jamais 50%. Préparez Donc, vos questions. Peut-être qu'on est sur l'innovation avec l'habitat coopératif. Les élus, vous avez... réponse rapide. Alors, Les élus, vous avez la possibilité d'innover où la loi est oui, une contrainte trop forte. l'habitat coopératif, ça me parle. Renaud, je commence à regarder les premiers projets qui émergent en Haute-Savoie. Ce qui est intéressant, c'est la sobriété en fait en mètres carrés de familles qui ont choisi de vivre ensemble et qui peuvent aussi se partager un espace commun ou un studio pour recevoir les parents, ce qui fait une chambre de moins dans le logement. Donc je pense que c'est une piste d'avenir. Et sur l'innovation, de toute façon, on va s'inscrire dans une crise durable du logement. Dès 2025, la production de logements, elle s'effondre. Donc oui, il faut qu'on travaille sur l'habitat inclusif. Comment on travaille habitat inclusif et maintien à domicile pour nos personnes âgées? Notre population, elle vieillit. Il faut qu'on travaille aussi sur des manières d'accéder à la propriété sous des formes sur lesquelles on n'a pas l'habitude, comme le bail réel solidaire ou les SCI à accession à la propriété progressive, qui permettent, suivant les revenus, considérant qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à l'emprunt facilement, de pouvoir quand même mener ces stratégies patrimoniales de personnel, en fait, ces trajectoires d'accession à la propriété. Et puis, je pense qu'il faut aussi moins s'interdire de choses. Jean-Michel Couvert, notre adjoint à l'urbanisme, va me regarder de travers, mais il faut qu'on arrête de s'interdire des choses en matière d'urbanisme. La densification, la construction au-dessus de magasins, comme dans la zone artisanale à Épagny ou des choses comme ça, ou quand une copropriété est trop dégradée, la capacité de la faire pousser un peu en hauteur et de la rénover. Je pense que ces choses-là, il faut quand même qu'on les considère. Et puis là, je vais tous vous choquer. Je pense aussi qu'il faut qu'on considère la question de l'habitat plus éphémère. Alors, tiny house, yurt ou des choses comme ça, c'est peut-être un peu disruptif. Pour autant, je vous signale que d'ici quelques mois, va ouvrir à Marna une crèche sous forme de yurt. Ça veut dire que les pratiques, elles changent, parce que ceux qui ont déjà fréquenté les crèches imaginent les contraintes en termes de sécurité et de confort pour accueillir des tout-petits. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus interdire toutes ces choses-là. On n'a pas le choix. Martin, il y avait un élément qui vous semblait important aussi. On fait vite parce qu'on arrive au bout de la table ronde. Préparez vos questions. C'est le parcours de sédentarisation de vos collaborateurs. Ça doit être pris en compte. C'est pas assez pris en compte aujourd'hui. Dans le micro. Non, oui, Mathieu en parlait un peu, l'importance de la qualité de la vie locale. Et
et Aurore l'a aussi souligné, en fait, il y a plein de différentes populations, et c'est comment on intervient sur toute cette chaîne, sur tous ces maillons, et qu'il n'y en ait pas un qui se reporte sur l'autre. Parce que, voilà, donc il y a le ou la saisonnière qui arrive pour une saison, qui va rester une deuxième saison, qui souhaite s'installer, voilà, peut-être fonder un foyer, scolariser ses enfants, accéder à la propriété, y vivre ses vieux jours. Et c'est comment on anticipe un peu le flux entrant et chacun de ces flux et les besoins entiers, en fait, finalement. On se pose la question vraiment de tout le parc. Merci. Marco, peut-être, si on est à la frontière de plusieurs pays, si on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a de bonnes choses, de bonnes idées Il y a de bonnes idées, il y a de mauvaises aussi, ou mauvaises, enfin des idées qui n'ont pas prouvé leur efficacité à 100%. On peut regarder le cas de la Suisse, c'est intéressant. C'est un peu un laboratoire, hein, de par leur système de vote, on peut arriver à des décisions assez rapidement. Donc vous connaissez sans doute, hein, la loi Weber qui a été instaurée il y a une dizaine d'années déjà, et qui en fait impose un quota de résidences secondaires à 20% dans un certain nombre de communes qui seraient les communes dites en zone tendue ici en France. Et on peut se dire, oui, c'est une solution d'imposer telle rigidité, mais ça peut marcher. Alors oui, ça marche, effectivement, on reste à 20%. Toutefois, il y a des effets secondaires, des effets de débordement négatifs, notamment l'explosion des prix sur le marché des résidences secondaires. Zermatt, Crans-Montana, c'est 30 000 € du mètre carré. Il y a l'effondrement du secteur de la construction dans toutes ces zones. Et puis, il y a finalement un effet relativement faible sur les résidences permanentes et aussi sur les logements des saisonniers. On rencontre toujours le même problème, surtout avec un marché des résidences secondaires qui a explosé et aussi les locations qui ont explosé. Donc ça nous montre en fait qu'on peut essayer de réguler, mais quand on régule, il faut qu'on essaye de viser vraiment une défaillance du marché bien précise. et accepter des effets collatéraux. Accepter ou essayer de changer de régulation, en tout cas d'optimiser, enfin de définir la régulation qui va minimiser ces effets collatéraux. Et comment dire, je veux dire, sur la vallée de Chamonix, il est clair qu'il y a sans doute un phénomène spéculatif qui s'est mis en place peut-être depuis quelques années, mais qui, avec les prix les courbes que je vous ai montrées précédemment, est clairement en train de s'installer. Et il serait difficile de lutter contre ce phénomène. Et c'est pour ça que la solution des logements, des coopératives d'habitants, du logement coopératif, est à envisager, parce que ces biens sont finalement retirés du marché, en quelque sorte, sont protégés de toutes ces tendances et des comportements spéculatifs et aussi d'éventuels aléas. Et c'est aussi une expérience qui est vécue en Suisse. Donc on est aux deux extrêmes. Merci.